Bonjour à tous. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de cette émission Prime Politique qui se veut un détour sur tout ce qui s'est passé au cours de la semaine en matière d'actualité politique. Elle est d'autant plus riche qu'on a écumé cette semaine, bien sûr, les différents conseils d'administration du centre hospitalier universitaire de Calavi-le-Chic, avec en prime une nouvelle directrice générale venue d'Europe avec son adjointe qui est béninoise. Que pense notre invité sur la question? Il nous en dira un mot. On parlera aussi des relations entre le Bénin et le Niger. Vous le savez aussi, après leur tentative de médiation à Niamey, les anciens patrons de la Marina, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, ont été reçus par leur successeur, Patrice Talon. Que se sont-ils dit et qu'est-ce que cela augure pour la suite des événements? Je poserai la question à mon invité. On n'occultera pas dans cette émission la démission de Pascal Yamoulinda à la tête de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Il a été aussitôt remplacé. On va en parler dans cette émission. Et puis, vous vous en doutez bien, les échéances électorales de 2026 pointent à l'horizon. Un silence placard au niveau des partis politiques. On va aussi en parler. Bien sûr, mon invité, il est déjà installé. C'est Damien Arondokun. Il est coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin, RJLB. Cher invité, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai foulé votre plateau technique. Exactement. Et pour des raisons de convenance personnelle. Ouais. Mais comme le temps passe, j'ai décidé quand même de reprendre donc les débats télévisés. C'est ça. Oui. Et ça nous fait honneur. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je rappelle une fois encore que vous êtes coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Que fait ce réseau déjà? Bon, une fois encore, merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Ouais. Et il est bien vrai que à l'approche donc des élections, nous avions constaté que les mouvements souvent naissent, grandissent et meurent. Et nous, en tant que jeunes, et depuis l'historique conférence donc des forces vives de la nation, nous nous sommes donc regroupés dans un creuset et nous avions un peu diagnostiqué un peu le système politique béninois. Et fort donc de ce système, et nous nous sommes dit, il va falloir que nous puissions vraiment réfléchir au développement donc de notre pays. Et le réseau des jeunes leaders du Bénin est un réseau qui promet l'excellence en politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes dans la chose politique, il y a de ces genres de pratiques politiciennes auxquelles donc, nous assistons chaque fois et toutes les fois. Et fort de cela, nous nous sommes dit quand même que il va falloir changer donc les donnes. Et c'est pour cette raison que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le réseau des jeunes leaders du Bénin est né pour contribuer efficacement au développement donc du Bénin. Et vous n'êtes pas sans savoir que, comme je viens de le dire tout à l'heure, à l'approche des élections, nous constatons donc des mouvements de part et d'autre. La particularité donc de notre réseau, c'est-à-dire le réseau des jeunes leaders du Bénin, c'est pas un réseau comme les autres. Et notre particularité d'abord, c'est que tout ce que vous voyez au niveau donc du réseau, à travers la communication, à travers le déplacement du réseau, dans tous les départements du Bénin, dans toutes les communes, nous le faisons à notre actif, c'est-à-dire de façon précise, et nous le faisons sur financement propre. Et chose ahurissante, chose rare. C'est vraiment rare donc de voir des jeunes qui ont donc des objectifs bien clairs, bien déterminés, de se réunir dans un creuset pour financer eux-mêmes leur propre action. Et ceci étant, nous n'avions pas un homme politique derrière notre réseau. Vous savez, en politique, quand vous êtes télécommandé, téléguidé par un homme politique, quand il vous dit de le suivre à gauche, vous le suivez à gauche. Quand il dit allons à droite, vous allez à droite. Mais nous, nous avions décidé de ne prendre aucun franc d'un homme politique parce que nous sommes suffisamment, et pas financièrement bons, mais nous sommes quand même un certain nombre de jeunes
qui aspirons aussi à gérer donc les affaires donc de nos cités. Mais vous n'avez pas justement l'accompagnement financier de tel ou tel homme politique aujourd'hui. Ça pourrait venir et ils nous suivent peut-être en ce moment. Si ça venait, Monsieur Arondokun, allez-vous refuser? Vous savez, et le financement, que ça soit au niveau des partis politiques ou au niveau des mouvements politiques, est indispensable. C'est le nerf de la guerre. Sans financement, vous ne pouvez pas exprimer et atteindre donc vos objectifs. Si tout de suite, nous avions quelqu'un, un homme politique qui veut vraiment accompagner le réseau, nous allons lui poser donc nos conditions. C'est pas à lui de s'imposer à nous, mais nous allons lui poser les conditions. Et s'il est prêt à nous accompagner, il va nous accompagner en fonction donc de nos objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Merci beaucoup. C'est compris, Monsieur Arondokun. Ça, c'était juste pour planter le décor en attendant les gros sujets annoncés à l'entame de cette émission. Bien sûr qu'on reviendra sur ce réseau des jeunes leaders du Bénin. Alors, on sait que les relations entre le Bénin et le Niger sont restés très tendus sur plusieurs semaines, pour ne pas dire des mois. Les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ont pris sur eux de tenter une médiation, chose rare. Ils ont été accueillis avec faste. On a vu les images qui ont circulé à Niamey et tout. Ils sont revenus au Bercail, ils sont allés rendre compte au chef de l'État, Patrice Talon. Quelle est votre analyse déjà de cette situation? D'abord, avant de répondre à votre question, et je rappelle à toutes fins utiles que le corridor le plus sécurisé, et le plus rapide et le plus sûr aujourd'hui, c'est donc le corridor Bénin-Niger. Autrement dit, le Niger et le Bénin, c'est comme des frères siamois. Deux frères siamois, quelles que soient nos différences, nous avions intérêt à vivre ensemble. C'est indispensable. Et nous avions vu les anciens présidents, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, malgré son âge, avec le président Yayi Boni, ils se sont donc déplacés. Et leur déplacement, cela dénote quand même qu'ils ont à cœur les problèmes donc du pays, parce que en tant qu'ancien président, il est bien vrai que il ne doit plus se mêler des problèmes de façon directe donc de la cité. Mais fort de tout ce qui se passe, parce que, comme on le dit souvent chez nous, un vieux assis voit mieux qu'un jeune debout. Et ils ont laissé le problème perdurer donc dans le temps. Et cette fois-ci, ils ont vu vraiment le danger venir. Et c'est pour cette raison, en tant qu'ancien président, ils se sont donc rendus du côté donc du Niger pour pouvoir discuter avec le général Tiani. Et nous constatons déjà qu'il y a une lueur d'espoir. Ah bon? Bien sûr. À quel niveau? Lueur d'espoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que juste après leur rencontre et de retour au Bercail, il y a un communiqué qui a sanctionné donc leur visite. Et aussitôt, il y a une commission tripartite composée donc des autorités béninoises, celles donc nigériennes, et en présence donc des deux présidents de la République. Et je ne doute pas déjà que, en tant que citoyen, en tant que béninois, je reste toujours positif, optimiste, que les relations vont se normaliser. Et il est bien vrai que d'autres sont pessimistes. Vous savez, cette crise a suscité beaucoup d'encre et de salive, que ce soit au niveau donc de la classe politique, que ce soit même au niveau donc des chercheurs. Et l'impact donc de cette crise, il est bien vrai que nous n'avions pas souvent le temps de dire ou de faire comprendre à nos téléspectateurs l'impact donc de cette crise. Vous savez, et cette crise n'est pas seulement au niveau donc des deux pays. Ça a une portée régionale et ça a eu l'impact au niveau donc de toute la chaîne logistique portuaire. Quand vous prenez aujourd'hui au niveau des amateurs, au niveau des conscientaires, au niveau donc des recettes douanières et portuaires,
au niveau donc du consommateur final, donc le client aujourd'hui. Et quand vous prenez le corridor aujourd'hui, vous allez constater que le corridor un peu ne s'anime plus. Parce qu'entre-temps, quand vous prenez le corridor, vous allez constater qu'il y a des dames qui mènent donc des activités, de petites activités rémunératrices de revenus. Aujourd'hui, tout est vide et puis on ne constate plus l'effervescence d'entre-temps. Donc, je suis confiant que d'ici quelques mois, avec cette commission installée, que les relations vont se normaliser. Vous savez, c'est une question un peu, je dirais, il s'agit de la diplomatie. Et en diplomatie, on ne communique pas beaucoup. Et c'est des jeux de couloir. Les anciens présidents, avant qu'ils ne se rendent au Niger, ont informé donc le premier magistrat, qui est donc le chef de l'État. Est-ce qu'on a la preuve justement que il a été officiellement informé, parce que il y a eu des supputations autour de la question. Certains ont estimé que le chef de l'État n'est pas informé. D'autres, par contre, ont estimé qu'il a peut-être donné des instructions en sourdine. Puisque vous êtes acteur politique, vous avez peut-être des informations à nous donner. Allez-y. Bon, vous savez, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, peut être informé donc de la visite ou de... Comment on appelle... que ces deux présidents vont se rendre au Niger. S'il est informé ou pas, c'est pas là la question. C'est le résultat qui compte. Et le résultat, nous avions déjà constaté que juste après le départ, il y a une commission tripartite qui est chargée donc des autorités nigériennes, béninoises et les deux anciens présidents. Donc c'est le résultat que nous voulons. Si le président Talon est au courant, tant mieux. S'il n'est pas au courant, nous voulons vraiment le résultat et que nous voulons que les relations se normalisent pour l'intérêt des deux pays. Le fait d'être allé au palais de la Marina pour rendre compte au chef de l'État de leur démarche, comment vous lisez ça? D'aucuns estiment que c'est une grande marque d'humilité parce que ce sont comme des anciens présidents. Vous faisiez allusion tout à l'heure à leur âge. Nicéphore Soglo en a 94, Boni Yayi en a 73, donc ce n'est pas des genoux. Ils sont allés au péril pratiquement de leur santé, de leur vie, parce que le Niger n'est pas un territoire où il y a la paix totale. Aujourd'hui, on le sait. Donc, ils sont revenus, sont allés rendre compte au chef de l'État. Ils pourraient peut-être envoyer un courrier ou juste envoyer un émissaire, mais ils se sont rendus au palais de la Marina. Comment vous lisez cette démarche, vous, de votre posture d'acteur politique? D'abord, c'est une démarche d'humilité, de grande humilité de la part donc de ces deux présidents. Vous savez, nous devons célébrer ces deux présidents parce que pour le moment, c'est les deux anciens présidents que nous avions. Et que au soir donc de 2026, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, va redevenir un ancien président, n'est-ce pas? Donc, c'est votre souhait. Oui, c'est mon souhait, c'est naturellement. Après avoir fait les deux mandats, il va se reposer et puis contribuer aussi. Même dans l'ombre, on peut contribuer au développement de son pays. Mais on dirait que vous êtes pressé, parce que 2026, c'est quand même... Il reste plus d'un an, donc je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, d'autant plus que les nobles actions donc, du gouvernement, à travers le PAG, se déroulent et roulent sur des roulettes. Donc, il va falloir patienter pour que, au bout donc de ces 10 ans, nous puissions nous attabler et faire le bilan. Donc, je ne suis pas pressé, mais je salue avec grandeur l'humilité donc de ces deux anciens présidents et chose normale. Et vous savez, le Niger n'est pas un petit pays. Et notre pays, le Bénin, nous avions une grande chance. Nous avions le Niger, c'est comme si le Bénin est au milieu. Nous avions le Nigeria qui est à l'est et le Niger qui est à l'ouest. C'est un grand atout pour nous. Si nous pouvons comprendre l'importance donc de ces deux pays, je pense que au Bénin, nous n'allons souffrir pratiquement de rien. Vous avez le sentiment que nos dirigeants actuels ou de toute la classe politique, on ne comprend pas, on ne mesure pas l'importance d'être situé au milieu du Niger et du Nigeria?
Non, nos dirigeants n'ont pas encore compris, à vouloir être vraiment direct, nos dirigeants n'ont pas encore compris, comment on appelle, l'espace géographique de ces deux pays. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. Notre pays, le Bénin, Dieu nous a dotés de tout. On n'a pas besoin d'être un pays pétrolier ou un pays minier avant de se dire que bon, qu'on a des ressources naturelles. Pour ma part, la grande ressource, c'est la ressource intellectuelle. Et Dieu nous a dotés des gens qui sont vraiment, qui ont la tête non seulement bien faite et bien pleine. Le Bénin, c'est un pays qui a une très bonne pluviométrie. Et nous n'arrivons pas souvent à bénéficier donc de cette pluviométrie naturelle que Dieu nous a donnée parce que nous produisons peu. Quand vous produisez peu, vous n'aviez pas donc les capacités de pouvoir exporter donc vos produits, que ce soit les produits vivriers, les produits manufacturiers, que sais-je encore. Donc, ce qui nous contraint aujourd'hui par rapport au Nigeria, vous savez, c'est la barrière linguistique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens béninois n'arrivent pas à aller au Nigeria et faire donc des affaires. Il y a une catégorisation d'ethnie et qui est habituée donc au Nigeria, mais par contre, quand vous prenez la masse, beaucoup n'aiment pas aller au Nigeria, d'abord à cause de la barrière linguistique et aussi l'insécurité grandissante qui est donc au Nigeria. Par contre, le Niger, c'est un pays sahélien, c'est un pays enclavé qui ne dispose pas d'une façade maritime. Donc, par conséquent, le Bénin devait profiter aussi donc du Niger. La preuve est que le pipeline, le Niger fait partie, je sais de quoi je parle, c'est un pays d'ici 10 ans, ce serait le premier pays en Afrique, je dirais toute l'Afrique, riche en pétrole, en minier, et que sais-je encore. Parce que ce pays, le Bénin, si le Bénin devrait ou doit fidéliser les bonnes relations avec le Niger, le Bénin est obligé de mettre donc les conditions pour fidéliser les relations entre le Niger et donc le Bénin. Donc les relations de ces deux présidents est salutaire par tout le peuple béninois et nous espérons quand même que d'ici quelques mois, les relations vont se normaliser pour le grand bonheur du peuple béninois et Bien aussi sûr. des peuples nigériens. Exactement. C'est en tout cas notre souhait par ici. On attendra de voir d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, le travail que fera cette commission Bien sûr. tripartite. Bien sûr. Et à l'aune, on pourra analyser les résultats. Alors, toujours au cours de cette semaine, il y a eu quand même, on a appris la démission de Pascal Nyamoulinda qui a été nommé à la tête de l'ANIP en 2023. Il a fait environ 17 mois à la tête de l'ANIP et puis il a déposé sa démission selon les sources officielles. Comment l'avez-vous appris, Damien Arondokun? Est-ce que cela vous a surpris? Bon, merci de me poser cette question. Et ce que nous devons expliquer à nos téléspectateurs, c'est que, je dirais en griffe, ce sont des expatriés. Et ces expatriés ne sont pas venus travailler au Bénin Est-Nilo. Ils sont donc couverts par une loi, la loi sur les collaborateurs extérieurs, qui a été donc votée à l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui l'ai votée parce que je ne suis pas député. Et ce sont les députés qui l'ont votée. Une fois cette loi a été donc votée, et la mise en application donc de cette loi ne devait plus poser problème. Donc, moi, ma question, c'est que c'est pas les expatriés au fait entre griffes qui me causent problème, mais c'est ce qui nous apporte pour améliorer un tant soit peu nos prestations donc de services. Est-ce qu'il a apporté quelque chose à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes
au vu de votre analyse, quand on sait que, quand il avait été nommé, plusieurs voix se sont élevées pour décrier le fait que ce soit des expatriés qui sont quand même promus à la tête de grandes institutions de notre pays, notamment l'ANIP, on sait quand même que ce sont des données personnelles, des données à caractère personnel, et donc les Béninois se sont sentis quelque part un peu touchés dans leur amour-propre. Est-ce que de votre position, vous avez l'impression qu'il a quelque part réussi sa mission et qu'il a apporté quelque chose de nouveau? Moi, sans langue de bois, et on peut nommer donc des expatriés à des postes de responsabilité, mais en ce qui concerne l'Agence nationale d'identification personnelle, j'ai été vraiment contre. Pourquoi? Contre parce que il s'agit donc de l'identité donc des Béninois. Vous savez, c'est ce que nous avions de plus cher, c'est notre identité. Partout dans le monde, on se réclame béninois. Et être béninois, c'est une fierté. On ne saurait accepter, un temps soit peu, qu'on mette un expatrié à la tête donc de l'identification donc des Béninois. Et chose ahurissante. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que cette question donc de Pascal, le DG ANIP, avait suscité beaucoup d'encre et de salive, que ça soit au niveau de la classe politique. Mais par contre, il y a les députés, donc les démocrates, qui ont adressé donc des questions aux députés donc de l'Assemblée nationale, à leurs collègues. Et ça fait partie quand même d'une bonne démarche qui a été donc approuvée par le peuple béninois. Et nous avions constaté, c'est comme si le DG voulait démissionner, ça fait très longtemps. Ah bon? Oui. Vous avez les informations? Non, je n'ai pas les preuves, mais ça dit, ce qui m'a étonné, et en un laps de temps déjà, il a déposé cet tablier et puis il a dit un remplaçant qui se pond déjà à l'horizon et qui a été donc nommé au Conseil des ministres. Et en temps normal, quand un DG démissionne dans une société d'État, pas les moindres, il faut chercher les mobiles pour lesquels ce dernier a démissionné et aussitôt enclencher donc un audit pour voir est-ce que en un an de gestion et qu'est-ce qu'il a pu apporter de façon technique à l'identification donc des Béninois. C'est de ça il s'agit. Ce sont des analyses que nous devons être en mesure donc de faire pour éclaircir donc la lanterne au niveau donc de nos téléspectateurs. D'accord. On sait que, vous le disiez tantôt, je tiens votre perche, on sait que il a démissionné et son remplaçant a été immédiatement proposé, donc Monsieur Patrick Adjinakou, voilà, pour le remplacer. Est-ce que le gouvernement s'attendait déjà à ce que Pascal Nyamouninda dépose sa démission? Ou bien, comment cela a pu se passer de votre position? Non, vous savez, et tel que je viens de vous le dire tout à l'heure, et sa démission devait se prononcer, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que le DG de l'ANIP devait démissionner. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les Béninois avaient donc marre par rapport au dysfonctionnement donc de l'identification personnelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que d'un bout à un autre, les Béninois ont commencé par vraiment dénoncer la manière dont les choses se font au niveau donc de l'ANIP. Mais est-ce que c'est du fait du DG qui est là? C'est quelqu'un, quand même, hein, c'est un monsieur, je vous le rappelle, qui a fait ses preuves dans son pays. On nous l'a dit, et son curriculum vitae est là, on peut le feuilleter, si vous le voulez bien. On a dit qu'il a fait ses preuves dans son pays, le Rwanda. Il a les compétences techniques avérées, c'est pour cela qu'on lui a fait appel. S'il y a eu dysfonctionnement, est-ce que c'est de son fait? Vous savez, vous pouvez être le plus intelligent du monde. Si on vous confie, le jour où on va vous confier un poste de responsabilité, quelle que soit votre intelligence, vous êtes obligé de collaborer avec les ressources humaines. Et vous devez composer votre équipe. L'équipe doit travailler avec vous afin que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs. Et le DG, tel que je vous l'ai dit, il a fait plus d'un an à ce poste. Environ 17 mois. Environ 17 mois. Je pense que 17 mois, c'est largement suffisant. Donc, cela voudra dire qu'un bilan s'impose. Il a démissionné
et nous ne maîtrisons pas ou nous ne connaissons pas a priori les mobiles donc, de sa démission. Mais nous pouvons déjà interpréter sa démission parce que il a de cela quelques mois, il avait des grognes un peu partout. Et tel que je vous ai dit, je ne suis pas d'accord du fait qu'on mette un DG, c'est-à-dire un expatrié à la tête de l'identification personnelle parce que il s'agit de la crise donc des Béninois. Je suis Béninois et je ne saurais accepter que quelqu'un qui ne maîtrise pas et non seulement l'anthropologie ou la sociologie donc du Bénin puisse rester donc à ce poste vraiment très sensible. C'est un poste très sensible. Donc et nous allons laisser le temps au temps afin que Monsieur Adjinakou qui l'a remplacé pour que lui aussi fasse ses preuves. D'accord. C'est vrai que vous aviez évoqué certains aspects. Ce n'est pas nouveau. On sait que à la tête du port autonome de Cotonou, ce n'est pas un Béninois qui dirige. Vous le savez mieux que moi. On sait qu'au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique, ce n'est pas un Béninois. Donc, naturellement, les exemples, on peut les multiplier. Ça fait partie de la politique de gouvernement. Vous savez, le jour où vous serez président de la République, et vous êtes obligé d'asseoir votre politique gouvernementale. Et le président Talon, compte tenu donc de ses visions pour changer donc les choses, a voulu mettre en place à travers donc une loi, la loi sur les collaborateurs, parce qu'il juge qu'il faut mettre des expatriés à certains postes de responsabilité. Moi, je ne maîtrise pas les mobiles pour lesquels il a fait, et il a fait donc voter à travers les députés. Donc, nous sommes là. Le moment venu, nous allons faire donc le point de toutes ces sociétés d'État où nous avions des expatriés à la tête. Mais ce qu'il faut comprendre d'ores et déjà, à mon humble avis, c'est pas les expatriés qui causent problème, mais c'est le résultat. Mais il a été remplacé justement par un Béninois. Est-ce que on ne peut pas s'exclamer, enfin, le gouvernement nous a écoutés, parce que vous le disiez tantôt, les opposants ont crié, des voix se sont élevées, Pascal Nyamulenda a démissionné, mais on l'a remplacé par un Béninois. Le gouvernement aurait pu le remplacer par un autre Rwandais ou une autre compétence technique venue d'ailleurs, ça aurait créé un tollé. Est-ce que quelque part, le gouvernement n'est pas dans l'approche de l'écoute des populations? Tiens, ils ont tellement réclamé un Béninois, on voit un Béninois maintenant à l'œuvre. Vous savez, chaque chose en son temps. Depuis que cette loi, je dirais, cette fameuse loi a été donc votée, et tous les Béninois étaient contre. Les Béninois, ou la majeure partie donc des Béninois étaient contre. Pour qu'on laisse donc les sociétés d'État dirigées donc par des expatriés. Mais tel que je vous ai dit, personnellement, moi, ça ne me gêne pas qu'on puisse mettre un expatrié à un poste de responsabilité ou pour diriger donc des sociétés d'État. Pour ma part, ce sont les résultats qui m'intéressent. Je parle en matière de résultats, je parle en matière de transfert de compétences. C'est de ça il s'agit. Et le sieur Adjinakou qui a remplacé donc Pascal, il a eu le temps donc d'apprendre aux côtés donc de l'expert Pascal. Nous allons donc lui laisser le temps au temps. Et avec le temps, nous allons donc analyser s'il est capable, je ne doute pas donc de sa capacité intellectuelle, technique et managériale pour pouvoir donc conduire donc les réformes au niveau donc de l'ANIP à terme. Oui, là se pose la question, Monsieur Arondokoun. Est-ce que justement, parce que c'est un Béninois qui désormais dirige l'ANIP, on sera plus regardant, on se dit même s'il fait des erreurs, c'est un compatriote, est-ce qu'on ne sera pas moins intransigeant avec lui au vu de ce qu'il est Béninois? Bon, c'est votre lecture. Et puis, votre lecture n'est pas la mienne. Mais je pense que il doit rester dans la même ligne que le sieur Pascal. Parce que, vous savez, le problème donc du Béninois, c'est que
dans la gestion donc de la cité, nous y mettons beaucoup de flexibilité, beaucoup de clientélisme, beaucoup de favoritisme, et que nous n'arrivons pas souvent à, ce faisant, atteindre donc les objectifs. Et c'est pour cette raison aussi, d'autre part, il ne faut pas trop attaquer donc le chef de l'État, parce que tel que je vous ai dit, il a ses raisons. Vous savez, et tel que je vous ai dit, il y a des domaines dans lesquels les ressources humaines même n'existent pas au Bénin. Vous le savez autant que moi. Donc, s'il faut aller chercher donc la compétence, telle que l'a dit le chef de l'État, un peu partout, pour pouvoir donc atteindre donc les résultats, je pense qu'il faut le faire. Mais chemin faisant, pour ma part, si vous faites appel à un expert, à un poste de responsabilité, cet expert ne pourra pas durer donc dans le temps. Au plus 2 ans, au plus 3 ans, il peut déjà faire ce qu'on appelle le transfert de compétences au Béninois, quitte à maintenant prendre donc la gestion. Le Béninois aujourd'hui est suffisamment mûr, intellectuellement capable, donc aujourd'hui donc de prendre donc les relèves pour pouvoir donc gérer cette société d'État. D'accord. Je voudrais vous inviter à une analyse comparative. On sait que avant Pascal Nyamulenda, il y avait quand même un gestionnaire délégué de l'ANIB. Les Béninois ont tout fait de l'oublier. Le docteur Cyril Gougbedi, qui a quand même géré pendant un certain temps, même si sa dénomination c'était gestionnaire délégué de l'ANIB, il a fait ses preuves. Et après, Pascal Nyamulenda est arrivé. Maintenant, c'est un Béninois. On a comme l'impression que on a beaucoup plus un problème avec les autres nationalités plutôt que la compétence, parce que depuis que Aristide Adjinakou est nommé, c'est silence plat, personne n'en parle, c'est-à-dire que c'est un Béninois. On s'en fout pratiquement s'il a les compétences ou pas, pourvu que c'est un Béninois. Est-ce que quelque part, ça ne biaise pas l'analyse justement de la compétence qu'on met au niveau des services de l'État? Oui, et il y a un problème qui se pose, parce que tout ce que vous êtes en train de dire, cela dénote aujourd'hui, on doute donc du Béninois. On doute du Béninois, tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est pas une bonne analyse aujourd'hui de vouloir douter donc des Béninois. Les Béninois sont très intelligents et capables donc de réaliser donc des miracles. Et tel que je vous ai dit, tout part de là. Ces expatriés dont vous parlez ne sont pas venus au Bénin Est Nilo. Ils sont donc couverts donc par une loi. Et c'est la loi qui leur autorise donc de gérer pleinement donc ces sociétés donc d'État. Et nous, en tant que Béninois, ce que nous devons comprendre, c'est que il ne serait pas toujours bon chaque fois de douter donc de notre compétence, parce que quelquefois aussi dans la gestion donc de la cité, et nous y mettons, tel que je vous ai dit, un peu de favoritisme pour aller loin et vite, pour avoir donc les résultats. Il faut aussi quand même c'est non seulement l'apprentissage. Vous savez, tout ce que vous voyez aujourd'hui, depuis 2016 jusqu'à nos jours, à travers donc cette loi, fameuse loi qui a été donc votée à l'Assemblée, nous sommes juste à l'apprentissage. Et chemin faisant, nous allons donc mener ce genre de débat. Et puis, à la fin maintenant, en tirer donc les conclusions. C'est de ça il s'agit. D'accord. On sait toujours que par rapport aux différentes compétences qu'on amène au Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que le nouvel hôpital de référence de Calavi aussi a connu son conseil d'administration, son équipe dirigeante. Eh bien, la directrice générale, c'est Karine Isté. Bon, j'espère que je prononce bien, c'est une européenne, justement, voilà. Et son adjointe est une béninoise. Alors, à ce niveau, déjà, des commentaires circulent parce qu'on estime que le chef de l'État reste toujours dans la logique d'amener des compétences externes pour diriger la société à l'interne. Quel est votre regard justement quand vous avez lu ce nom, Karine Istin, directrice générale du CHIC? Bon, les débats continuent toujours. Que ça soit au niveau de l'intérieur comme de l'extérieur. Ouais. Et la même logique, je ne dirais pas aveuglée, mais elle continue toujours dans le même sens. Et
Vous voyez par exemple un hôpital de cette envergure, l'hôpital de référence. Et avec cet hôpital, nous avions pratiquement toutes les composantes. Ouais. Donc, au niveau donc de cet hôpital de référence. Et moi, je ne voudrais pas trop commenter, il est bien vrai que c'est une française, mais par exemple, au niveau donc de ces hôpitaux ou l'hôpital international et cet hôpital international, caractère international, personnellement, j'aurais voulu qu'on y mette un expatrié, une étrangère à ce poste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je préfère que, vous l'aviez su bien le dire, que c'est une béninoise qui est son adjointe. Oui, tout à fait. Et la béninoise va donc apprendre. Vous savez, la manière dont nous gérons les hôpitaux dans notre pays, c'est pas la même manière que les gens gèrent les hôpitaux. Quand vous prenez par exemple, c'est surtout on fait toujours référence à la France. C'est pas toujours la même manière. Parce que nous gérons souvent avec favoritisme. Je continue toujours de le dire. Et si les téléspectateurs peuvent me comprendre, ça me fera toujours plaisir. Et quand vous gérez... Ils vont se faire leur opinion suite à vos explications. Oui, j'assume. J'assume. Ouais. Moi, il y a des directions aujourd'hui, si on me donne mon avis, je préfère qu'on mette des expatriés au niveau de certaines directions. Lesquelles, par exemple? C'est-à-dire au niveau de... Quand vous prenez l'hôpital de référence aujourd'hui, l'hôpital de référence, je préfère qu'on mette un expatrié. Vous savez, on est au début. L'hôpital n'a jamais fonctionné. Une fois que le conseil d'administration est mis en place et composé, le conseil d'administration est composé des Béninois. Pratiquement, c'est rien que des Béninois. Mais à la tête, un expatrié, il faut laisser l'expatrié développer ses compétences. Et le gouvernement a su bien faire de mettre une Béninoise en tant qu'adjointe. L'expatrié ne va pas durer à la tête. Non, pas du tout. Vous pensez qu'elle va faire comme Pascal Yamouleda, déposer sa démission dans quelques mois? Non, pas nécessairement, elle ne va pas déposer sa démission. Mais quand elle va faire au moins 2 ans, 3 ans, la Béninoise aurait vraiment le temps d'apprendre auprès d'elle. Et puis par la suite, elle peut donc prendre donc les rênes. Monsieur Arondokoun, est-ce que vous ne vous dédites pas quand, par exemple, on établit l'analogie? Vous avez dit tantôt qu'il faut faire confiance aux Béninois et que c'est comme si on met en doute la compétence des Béninois, mais c'est pratiquement le cas à ce niveau. Est-ce qu'au Bénin, on n'a pas des médecins spécialistes qui ont quand même une longue carrière, qui ont même appris, qui ont fait leurs grandes études à l'extérieur et qui peuvent apporter leur expertise et qui peuvent être nommés directement à la tête de cet hôpital de référence? Pourquoi on a senti le besoin, la nécessité de prendre une Française secondée par une adjointe? Est-ce que l'adjointe n'aurait pas pu diriger directement cet hôpital de référence? Pourquoi justement dans les actes, ça semble montrer qu'on met en doute la compétence des Béninois? Appelons un chat un chat. C'est ce que cela transparaît. Oui, vous avez pleinement raison. Mais c'est un choix. C'est le gouvernement qui a fait son choix et qui peut mettre celui ou celle qui veut à la place qui est dédiée. Et les Béninois, tels que je l'ai dit tout à l'heure, les Béninois sont des super intelligents. Mais je reprécise de le dire, je reprécise que le Béninois, il y met trop de favoritisme quand on lui confie donc des postes de responsabilité. Vous savez, les exemples sont donc légion. Et je ne voudrais pas citer le nom de certaines sociétés d'État, mais pour avoir un bon résultat, c'est pas le conseil. Quand vous prenez le conseil d'administration de cet hôpital de référence, pratiquement c'est rien que des Béninois. À part la directrice qui est une Française, tout le reste ce sont des Béninois. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que on laisse la Française gérer peut-être durant 1 an, 2 ans. Et puis, la Béninoise va prendre donc les rênes. Mais il y a un aspect que vous oubliez. On parle de l'hôpital de référence. On parle de l'hôpital de référence. Et cet hôpital, c'est pas dédié seulement au Bénin. C'est pratiquement toute la sous-région. Donc, il faut avoir une grande capacité et technique, managériale, pour pouvoir gérer cet hôpital. Vous pensez que les Béninois n'en ont pas? Bien sûr, les Béninois en ont. Les Béninois en ont cette capacité. Mais pourquoi ils ne sont pas là? Je dis que
pour une première fois, que je donne option au donc gouvernement de mettre une étrangère, une expatriée à la tête donc de l'hôpital de référence. Je l'ai dit en tout état de cause. Vous pensez que les Béninois s'amusent un peu trop avec la santé de non, pas que les Béninois s'amusent. Vous savez, oui. J'ai pratiquement tout dit. Et c'est comme si vous ne voulez pas comprendre ce que je suis en train de vous pour expliquer. Éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Oui, bien sûr, la lanterne est bien éclairée. J'ai dit avec le Béninois. Vous savez, l'hôpital de référence accueillera les pays de la sous-région. Vous savez, c'est pas un hôpital dédié seulement exclusivement au Bénin. Donc ça veut dire que les Togolais, les gens de l'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, un peu partout, l'Afrique de l'Est. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a formé la gestion d'un hôpital, c'est pas une gestion facile. C'est pas parce que, bon, peut-être vous êtes médecin, on vous confie la gestion de gérer des hôpitaux, pas du tout. Ça s'apprend, c'est une école. Ça s'apprend. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeune dont vous parlez, est-ce que vous connaissez donc son parcours et son profil? Est-ce qu'elle a aujourd'hui les capacités nécessaires, managériales, techniques, intellectuelles, pour pouvoir donc gérer cet hôpital? Donc, selon moi, il n'y a pas de débat. Je pourrais faire des débats là où il en a, mais au niveau donc de cet hôpital de référence, je pense que laissons le temps au temps. Qu'est-ce qu'on sait de la directrice générale Karine Istin aussi? On a lu, c'est vrai, moi, en préparant cette émission, j'ai lu un peu son parcours, son CV qui est très élogieux sur papier. Voilà, très riche sur papier, une fois encore, je le dis, parce que je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, donc on la verra à l'œuvre de ce qu'elle fera pour pouvoir analyser. Voilà, on verra. Merci beaucoup, monsieur Arandoko. On va évoluer dans cette émission. Justement, parlons de cette actualité-là très rapidement, avant d'aborder l'aspect politique, les échéances de 2026. On sait que le marché d'Antokpa sera délocalisé. Le porte-parole du gouvernement a donné quelques explications, justement, puisque certaines voix se sont élevées pour décrier le fait qu'on veuille délocaliser le marché d'Antokpa et tout. Rapidement, un mot sur cette actualité-là. Bon, un mot, je pense que le marché de Dantokpa a une histoire. Et nous devons raconter donc cette histoire à nos progénitures. Et c'est pas que je suis contre la délocalisation de ce marché, mais ce que je préférerais, si le gouvernement consulter notre modeste personne, à l'instar donc des autres pays. Vous savez, et comme vous aviez des universités thématiques, au niveau donc des marchés, vous pouvez aussi avoir donc des marchés aussi thématiques. Et quand vous prenez par exemple le marché de bétail par exemple, moi j'aurais voulu, je ne sais pas si le gouvernement est en train d'aller dans ce sens, et raser tout dans ton coin, je suis contre, mais on peut laisser une partie. Donc, je ne sais pas s'il faut vendre, si en matière donc des thématiques, donc des marchés, si on peut laisser une partie et que cette partie serait, on va mémoriser donc cette partie et que l'histoire donc des progénitures, on pourrait leur dire un instant que bon voilà, il a eu donc tel marché. Si vous n'étiez pas encore né, racontez un tant soit peu l'histoire donc de ce marché. Et l'autre côté est que, vous savez, le marché d'Antokpa, c'est un marché international. Et que le lieu, l'emplacement donc de ce marché, il va falloir aussi désengorger un tant soit peu ce marché pour le mettre aussi. Vous avez vu tout ce qui se passe au niveau donc d'Abomey-Calavi. Donc le gouvernement est dans ce sens. Oui, il y a un processus qui a été enclenché. Bien sûr. On sait qu'au niveau de Akasato, il y a un marché de gros qui sera installé. Voilà. Au niveau du stade général Mathieu Kérékou, on va vendre des bijoux, des pailles. Des bijoux, des pailles. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose. Le gouvernement n'explique pas souvent. Le gouvernement n'a pas une démarche explicative, souvent donc de ces réformes à l'endroit du peuple béninois. Et c'est vraiment dommage parce que quand vous voulez opérer donc des réformes, il y a eu toute une procédure qu'il faut mettre en place et expliquer et que les Béninois se sentent vraiment impliqués
dans ces réformes. Et nous sommes au regret de constater chaque fois et toutes les fois que ces gens d'explication n'arrivent pas vraiment à emporter donc les messes des Béninois. Et du coup, les critiques continuent toujours. D'accord. Alors, merci beaucoup. On sait, hein, je le rappelle une fois encore, que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndéné-Bédji, a clarifié un peu la situation, a montré la nécessité quand même de ce qu'il devrait avoir des localisations. C'est un projet pensé depuis plusieurs années, donc le gouvernement ne s'est pas levé un seul instant pour commencer la délocalisation. Il faut aussi noter l'ouverture des marchés modernes. Celui de Kadiaounké a été inauguré le 15 juin. D'autres seront inaugurés aussi avec des appels lancés pour le recensement des différents commerçants qui vont travailler à l'intérieur. Donc c'est un processus qui est en marche, et puis on va pouvoir analyser tout ceci. Parlons maintenant de 2026. Voilà, si loin et si proche aussi, parce que au niveau de l'échiquier politique national, on sait que les lignes ne bougent pas véritablement. Damien Arondo, vous êtes acteur politique, coordonnateur national d'un réseau, le réseau des jeunes leaders du Bénin. Qu'est-ce qui ne va pas au sein des formations politiques au niveau de la mouvance que de l'opposition? On ne sait pas ce qui se passe. Personne n'ose dire voici ce que nous voudrons quand même proposer pour les préliminaires au sein de notre formation politique. Rien ne semble bouger alors que au fur et à mesure le temps passe et ça passe très très vite. Qu'est-ce qui ne marche pas? Merci beaucoup. 2026, c'est l'année de toutes les années. C'est un tournant décisif. Et décisif en ce sens où c'est la première fois depuis 90 que notre pays, le Bénin, aura à organiser donc des élections générales. Oui, tout à fait. Et donc, à cet effet, je pense qu'il faut mettre déjà en amont toute une chaîne donc logistique pour pouvoir réussir donc cette élection. Et c'est indispensable. Vous savez, la réforme donc du système partisan est venue bouleverser un tant soit peu nos attitudes, la manière dont nous animons la vie politique, la manière dont nous faisons la politique. Et vous savez que bien avant cette réforme, nous avions des partis ethniques et régionalistes, claniques, et que sais-je encore. Cette réforme mise en place est une très bonne chose. C'est une réforme qu'il faut saluer. Mais pour ma part, et tel que j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a beaucoup de choses au niveau donc de cette réforme qu'il faut corriger. Ne pas les corriger, je pense que à la longue, cela pourrait créer donc des problèmes. Et si nos hommes politiques nous écoutent, parce que c'est une réforme qui est sanctionnée donc par une loi, et que cette réforme aujourd'hui n'arrive pas à combler donc les attentes de toute la classe politique béninoise, bien qu'elle soit une bonne chose. Vous auriez dû constater effectivement que 2026 s'approche, mais que l'animation donc de la vie politique telle qu'on observait bien avant 2016, on ne l'observe plus aujourd'hui. On a le sentiment que les acteurs politiques ont peur de quelque chose. Non, est-ce que je dirais peur? Ils n'ont pas peur, mais au fait, les acteurs politiques aujourd'hui sont plus disciplinés. Ah bon? Ils sont plus disciplinés parce que vous aviez aujourd'hui le BR d'un côté, de l'autre côté, vous aviez l'UPR, et puis vous avez aussi les démocrates. C'est pratiquement les trois grandes formations politiques que nous avions au Bénin. Mais en dehors, on ne va pas faire insulte au Moël Bénin, par exemple, à la Renaissance nationale de Claudine Prudencio, par exemple. Non, ce sont des micro-partis. Quand moi je parle est-ce que ce n'est pas un peu péjoratif quand vous les appelez micro-partis? Non, prenez ça ainsi. Prenez ça ainsi. C'est ma lecture. Et je pèse mes mots. Exact. Ce sont des micro-partis. Et quand vous prenez la Renaissance nationale aujourd'hui, est-ce que ce parti politique a un député à l'Assemblée nationale?
Quand vous prenez Moual Bénin, ils ont des maires, ils ont des conseillers. Donc, si nous devons parler politique et technique, on doit s'appesantir sur un certain nombre de choses. Donc, ceci étant, je ne considère pas encore Moual Bénin et la Renaissance nationale comme des vrais partis politiques pouvant donc accéder à la magistrature suprême. D'accord. Au sein des formations politiques, est-ce qu'il n'est pas temps d'organiser des primaires, par exemple, de sortie des noms? On sait que c'est un duo de candidats, donc proposer un président, un vice-président, organiser des primaires à l'interne de ces formations politiques-là et animer le débat public. Ça manque aux formations politiques. Je ne sais pas si vous avez fait un constat. Et l'effervescence qui animait donc les jeunes a venu donc sur des plateaux techniques, animer donc des débats de part et d'autre. Depuis 2016 jusqu'à présent, cette effervescence, nous ne constatons plus cette effervescence. C'est dû à quoi? C'est dommage, hein, c'est dû à l'atmosphère politique. Ah bon? C'est dû à l'atmosphère politique aujourd'hui. Comment? Non mais l'atmosphère est telle que vous la voyez. Moi, je ne vois rien, je vous pose la question. Non, mais l'atmosphère aujourd'hui, sans vous mentir, elle n'est pas trop bonne. Non, elle n'est pas trop bonne. En début d'émission, je le rappelle, les téléspectateurs ont suivi, vous avez rappelé que votre absence des plateaux est due à des raisons de convenance personnelle. On sait que quand on dit convenance personnelle, on y met dedans ce qu'on veut, en fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est dû aussi à l'atmosphère, vous voulez dire, votre absence des plateaux. Bon, bien sûr, c'est aussi dû à l'atmosphère. Ça ne vous a pas favorisé. C'est effectif parce que, vous savez, nous venons de très loin. De très, très loin. Et la politique mise en place aujourd'hui, avec les mouvements politiques, n'augure pas un avenir meilleur à la nouvelle génération. Parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et revenant à votre question, je vais y revenir par rapport aux primaires, c'est qu'il n'y a pas de parti politique sans mouvement politique. Les partis politiques, les formations politiques se fondent sur les mouvements politiques. Et je me rappelais que ça soit les élections de 2016, que ça soit les élections législatives, surtout les députés qui étaient à Cotonou, mais nous avions mouillé le maillot. Nous avions parcouru de marché en marché pour annoncer donc la bonne nouvelle. Mais le constat amer que la jeunesse constate aujourd'hui sur l'échiquier politique national, c'est que une fois les élections finies, cette jeunesse qui a amené nos aînés à des postes de responsabilité, à devenir maire, à devenir député et à céder à la magistrature suprême, cette jeunesse est aux oubliettes. Et ça fait partie donc des diagnostics que nous avions fait en notre sein au niveau donc du RGLB. Et que c'est pour cette raison que nous nous sommes dit, tout part donc de notre slogan, agir autrement. Aujourd'hui, nous devons agir autrement à travers nos comportements, à travers tout ce que nous subissons au niveau donc de nos hommes politiques. Et nous devons leur dire, ça suffit. Le ça suffit, c'est que ce n'est plus le moment d'attendre la veille des élections pour pouvoir donc faire appel à cette jeunesse qui est marginalisée, maltraitée, malmenée et que sais-je encore. Et l'achat donc de conscience, et on prend donc les jeunes entre griffes parce qu'on se dit que bon, on peut rapidement donc les soudoyer avec quelques millions et peut-être acheter donc leur conscience. Je pense que c'est révolu, c'est fini. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise est suffisamment mûre et suffisamment forte pour pouvoir donc participer donc aux élections. Et c'est pour cette raison, telle que je vous ai dit, que cette réforme du système partisan, c'est une bonne chose, mais nous devons l'améliorer pour que
cette jeunesse ait toujours son mot à dire à l'approche des élections en 2026. Justement, parlons toujours de 2026. On sait qu'il y a assez de réseaux qui naissent aujourd'hui, des mouvements qui naissent, des projets même. Voilà, moi j'ai entendu parler du projet Dynamisme Patriotique et j'ai même reçu certains de leurs éléments sur mes différents plateaux. J'ai entendu parler du réseau OB26 qui suscite d'ailleurs la candidature de monsieur Olivier Bokor pour 2026. Il y a votre réseau, le réseau des jeunes leaders du Bénin, voilà, le RJLB. Il y a d'autres réseaux aussi qui naissent. Alors on se demande quel est votre objectif au final? Qu'est-ce que vous visez en initiant tous ces réseaux? Déjà parlons de votre avis globalement sur OB26 et sur les autres mouvements qui naissent déjà. Votre avis? Bon, il faut le repréciser à toutes fins utiles que le réseau des jeunes leaders du Bénin juste à preuve de contraire, ne supporte aucun candidat à l'heure actuelle. Et nous avions entendu parler donc au B26 qui sont en train aussi d'étaler leur tentacule au niveau donc de chaque département et de chaque commune. Ils ont été clairs, ils ont affiché leur amour pour un candidat, en tout cas pour susciter la candidature d'Olivier Bokor. Ça, tout le monde le sait. Au départ, et vous êtes dans le pays. Et vous aviez compris ce que cela a suscité. Parce qu'au fait, ça va à l'antipode donc de la réforme du système partisan. Il me semble-t-il que les gens n'arrivent pas, ou ceux qui sont les pères fondateurs donc de cette réforme, n'arrivent pas à comprendre les réformes que eux-mêmes ils ont opérées. Quand on parle de la réforme du système partisan, vous n'aviez plus le droit de susciter la candidature de X ou Y. Et c'est pour cette raison que nous avions recommandé dans les formations politiques qu'il y ait donc des primaires. Parce que si aujourd'hui nous avions 3 forces en présence, c'est-à-dire nous avions les 2 frères siamois et puis les démocrates. Qu'appelez-vous frères siamois? Non, RB, BR, c'est des 2 frères jumeaux. Vous voulez parler du BR et de l'UP Le Renouveau? Bien sûr, c'est 2 frères siamois. Mais ils ne sont pas des siamois. Non, ils sont des siamois parce que vous n'êtes pas Dieu. D'ici à là, on peut faire une fusion donc de ces deux frères jumeaux pour rester ensemble. C'est ce que vous entendez faire dans les coulisses? Et aller aux élections. C'est ce que vous voulez faire? Moi, je préfère même, si on me demande mon avis aujourd'hui, par rapport à cette réforme du système partisan, pour que cette réforme puisse durer dans le temps et donc dans l'espace, que ces 2 formations politiques s'unissent pour un même combat. Il ne s'agit pas d'aller de façon dispersée, mais il faut aller ensemble. Parce que l'idée que véhicule même cette réforme du système partisan, c'est les grands ensembles. Il faut aujourd'hui donc des formations donc de grands ensembles ou de grandes masses. C'est ce qu'on a toujours suscité. Donc j'aurais voulu quand même que pour les élections de 2026, que au niveau donc de chaque formation politique, qu'il y ait donc les primaires. Vous savez l'importance donc des primaires dans la formation politique? Dites donc. Les primaires sont indispensables. Vous commencez les primaires depuis les quartiers, les arrondissements, les communes, pour les départements, pour aller en haut. Si vous, en tant que journaliste, si à la base, dans votre propre quartier, si les gens ne vous aiment pas, ça vous dit que vous n'aviez pas la chance d'être candidat en haut. Parce que un président de la République, il n'est pas n'importe qui. Et ce que nous devons comprendre d'abord, la fonction présidentielle, c'est une fonction qui est d'essence divine. N'est pas président qui veut. Le fauteuil là n'est pas un portefeuille dédié à tout le monde. C'est une option. Donc, et OB26, nous ne sommes pas contre OB26. Nous pourrions peut-être... parce que nous sommes en politique. En politique, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Vous aviez les preuves. Si vous, je ne veux pas appeler le nom, mais 2026, avant 2016 ou après 2016, avant 2016, bien sûr, il y avait des gens qui étaient farouchement contre la gestion du président Yahi Boni. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont avec Yahi Boni aujourd'hui. Donc ça voudra dire quoi? En tant que coordonnateur du réseau des jeunes leaders du Bénin, tout est possible. Demain, nous pouvons être avec donc ces mouvements politiques pour mener donc le combat ensemble. D'accord. Mais pour le moment, le RJLB n'appartient ou ne suscite la candidature d'aucune personne, d'aucun candidat.
pour le moment, nous sommes en train de nous concentrer au laboratoire, comme nous l'avions dit, que nous sommes le premier mouvement à dire haut et fort que les élections de 2026, nous allons essayer donc de définir le profil idéal donc du candidat en 2026 pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Vous savez, et c'est souvent rare que dans des pays qui se veulent, comment on appelle, être démocrates et autres, c'est souvent rare de voir souvent des jeunes se regrouper dans des creusets pour pouvoir définir le profil idéal donc, du candidat en 2026. Et je pense que 2026, ce sera un tournant décisif. Nous voulons un président de la République et nous allons définir les profils idéaux pour ce président. Par exemple, un président qui remplit peut-être l'une des conditions, un président qui est animé par donc l'amour donc du prochain. Ça fait partie donc des critères. Vous devez avoir l'amour donc de votre pays et mettre votre pays au-dessus de tout. Donc nous sommes toujours au laboratoire. En son temps, vous serez informés. Le RJLB aura à supporter un candidat ou un autre. Vous serez informés en son temps et que le RJLB s'active pour être vraiment au cœur donc des événements donc de 2026. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Damien Arondokun. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin, RJLB. Avec vous, on a passé en revue les sujets majeurs qui ont occupé l'actualité sociopolitique cette semaine, avec en prime justement une prévision de 2026. On a vu un peu ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer sur l'échiquier politique national. On retient globalement que pour l'heure, votre réseau ne soutient aucun candidat et vous pourrez vous allier aux autres réseaux et mouvements pour travailler parce qu'en politique, tout est possible. C'est bien cela. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous laisse le soin de dire votre mot de la fin à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Je remercie beaucoup les téléspectateurs qui nous ont suivis par rapport à ce débat donc d'actualité. Et je tiens juste à dire que chaque chose a son temps et chaque temps à ses hommes. Et nous devons être confiants et avoir confiance en nous-mêmes et être prêts à mener donc le combat. Le combat que nous allons mener, c'est le combat donc du développement donc de notre pays, le combat pour que notre pays, le Bénin, soit vraiment un pays de paix, un havre de paix, où tous les autres pays viendront peut-être vivre avec nous. En tout état de cause, nous devons nous aimer les uns les autres, l'amour du prochain, pour que nous puissions vraiment relever les défis de notre génération. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup d'être passé par ici, Damien Arondokun. Merci, c'est à moi. Qui par ailleurs est un ami personnel, donc je ne trahis aucun secret. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Avec plaisir, on vous retrouvera très bientôt sur nos différents plateaux. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et de préparation justement autour de ce programme que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité pour d'autres thématiques. À bientôt.